La série Philosophe et philosophie contemporaine, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Art et démocratie, Marcel Proust et Gilles Deleuze, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Merci, cher Philippe Sinclair. En effet, aujourd'hui, nous allons nous intéresser, après, au fond, la littérature en quelque sorte populaire, du roman policier, d'Agatha Christie, de Conan Doyle, à ce qu'on appelle un grand écrivain, mais je mets grand entre guillemets, c'est-à-dire à Marcel Proust, que certains considèrent avec justesse, sans doute, comme peut-être le plus grand romancier français, en tout cas de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que Proust a été passionnément commenté par nombre de philosophes. Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Roland Barthes, Michel Foucault. Donc, voici les questions que nous allons nous poser. Eh bien, en quoi est-il un écrivain philosophique ? Et au fond, résout-il des questions qui sont philosophiques? Mais pour commencer, nous écoutons un texte de Proust tiré du temps retrouvé, de la fin de la recherche du temps perdu, avec notre ami Alexis Lacroix. Je comprenais trop ce que la sensation des dalles inégales avait réveillé en moi n'avait aucun rapport avec ce que je cherchais souvent à me rappeler de Venise, à l'aide d'une mémoire uniforme. Et je comprenais que la vie pût être jugée médiocre, bien qu'à certains moments elle parût si belle, parce que c'est sur toute autre chose qu'elle-même qu'on la juge et qu'on la déprécie. La moindre parole que nous avons dite, le geste le plus insignifiant, portait sur lui le reflet des choses qui en ont été séparées par l'intelligence, reflet rose du soir sur le mur fleuri d'un restaurant champêtre, sensation de faim, désir des femmes, plaisir du luxe. Là, volute bleue de la mer matinale enveloppant des phrases musicales, le geste, l'acte le plus simple, reste enfermé dans 1000 vases clos dont chacun serait rempli de choses d'une couleur, d'une odeur, d'une température absolument différentes. Si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a pu contracter aucun lien entre lui et la minute présente, s'il est resté à sa place, son isolement dans le creux d'une vallée ou à la pointe d'un sommet, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau, précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois, cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis et qui ne pourrait donner cette sensation profonde de renouvellement que s'il avait été respiré déjà, car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Rien qu'un moment du passé, beaucoup plus peut-être, quelque chose qui, commun à la fois au passé et au présent, est beaucoup plus essentiel qu'eux. Mais qu'un bruit, qu'une odeur déjà entendue ou respirée jadis le soit de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Résurrection de la mémoire, comme si nos plus belles idées étaient des airs de musique, car les vérités que l'intelligence livre directement à la claire-voix dans le monde de la pleine lumière ont quelque chose de moins profond, de moins nécessaire que celle de la vie, parce qu'elle est entrée par nos sens, mais dont nous ne pouvons dégager l'esprit, interpréter les sensations comme les signes d'autant de lois et d'idées. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Merci, cher Alexis. S'il y a un texte véritablement qui est proche, n'est-ce pas, de l'interprétation qu'on a donnée de Deleuze, c'est celui-ci. Mais avant d'y venir, quelques mots, si vous voulez, sur Proust, très peu, parce que tout le monde connaît Proust. 1871-1922, vous voyez, il est mort assez jeune. Bref, et pendant cette période de la fin du 19e siècle et de la guerre de 14 qu'il a traversée. Donc, revenons, si vous voulez, à ce texte. Je dirais que, je pense que vous ne me contredirez pas, François, dans un texte qui a eu un retentissement absolument mérité, Proust et Lessing, Gilles Deleuze a donné son interprétation de la recherche. Et il nous a estimé qu'en fait, au-delà de l'apprentissage de la vie, de la société, de l'art et de l'amour, eh bien, il y avait plus dans le livre
un apprentissage des signes. Et puisque, selon Deleuze, il y a chez Proust différents mondes, n'est-ce pas, la mondanité, l'amour, les impressions sensibles, mais le temps, et qu'il a cherché à comprendre, au fond, cette structure du temps. Et pour situer évidemment ce texte, eh bien, il faut rappeler qu'en fait, il se trouve dans la recherche du temps perdu, à la fin, lorsque le narrateur qui va rentrer dans l'hôtel du duc de Guermantes a trois impressions étonnantes. D'abord celle sur les dalles inégales. Il avait eu auparavant une odeur de madeleine qui lui était revenue involontairement. De même, le toucher des serviettes froides dans un restaurant, tout cela lui avait rappelé d'une façon extraordinaire, successivement, Venise, Combray et Balbec, c'est-à-dire des lieux où il avait connu le bonheur. Alors ce souvenir involontaire, qui, dit-il, nous a absolument rien à voir avec une recherche logique par l'intelligence, eh bien, nous apprend, selon Proust et selon d'ailleurs Deleuze, que en fait, il y a un rapport fondamental entre l'impression sensible et l'essence, n'est-ce pas, au lieu de l'intelligence du passé. Et que ce rapport, en fait, nous remplit de bonheur. Alors pourquoi cette découverte du bonheur par Proust? Eh bien, c'est qu'il estime que dans ce rapport entre le passé et le présent, dans le souvenir involontaire, eh bien, nous retrouvons le reflet de choses. D'une certaine manière, hein, François, je crois que vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est le contraire du platonisme. Puisque pour Platon, n'est-ce pas, il faut se détacher des impressions sensibles pour arriver à l'essence, aux idées. Eh bien, ici, selon Proust, c'est absolument l'inverse. Eh bien, autrement dit, eh bien, nous retrouvons au fond, les paradis perdus par ce cheminement de la mémoire involontaire, qu'avec l'art, parce que seul au fond, l'apprentissage des signes, la compréhension des signes est capable d'unir le passé et le présent. Et évidemment, à ce moment-là, ce qui revient, ce sont toutes ces impressions sensibles. D'ailleurs, elles sont admirablement décrites, n'est-ce pas? Reflet rose du soir sur le mur fleuri d'un restaurant champêtre, etc. Là, on retrouve la prose étincelante et poétique de Proust. Mais alors, donc, je reviens aux questions que nous avions introduites et je vais poser ma première question à notre ami Alexandre. Alexandre Adler, la recherche, n'est-ce pas? Eh bien... au fond, il y a deux choses sur quoi je voudrais vous interroger, pardonnez-moi. Premièrement, le monde à l'époque de Proust et le monde de Proust, ils sont inséparables. Alors je pars du monde de Proust, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, le monde de Proust, tous les commentateurs l'ont dit, ce n'est pas un univers, c'est un multivers, parce qu'il y a un ensemble absolument extraordinaire, comme d'ailleurs Deleuze l'a souligné, de données, n'est-ce pas, il y a un monde social, il était un grand lecteur de Balzac et de Flaubert, il y a un monde politique, il a traversé l'affaire Dreyfus, la guerre de 14, il y a surtout un monde de l'art très important avec des personnages qui incarnent la peinture, Elstir qu'il connaissait admirablement, ou la musique, n'est-ce pas, le personnage, la fameuse sonate de Vinteuil, et bref, si vous voulez, et il y a finalement un monde également de l'amour, puisque beaucoup de choses tournent autour de l'amour. Alors, voici la question que je vous pose, cher Alexandre. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce monde de Proust, n'est-ce pas, qui est un monde qu'on va essayer d'analyser un peu, et son époque, et l'époque de Proust? Écoutez, là aussi, je vais essayer de faire des paradoxes. On peut dire que tout a été exprimé et compris par Schoenberg. Ah. Parce que, en fait, dans Schoenberg, qui non seulement a supprimé des pièces de son catalogue qu'il considérait comme inabouties, alors qu'elles étaient en fait magnifiques, il y a une volonté délibérée de combattre la mélodie et de la subvertir au profit d'une idée, d'une musique transcendantale. Et cette musique transcendantale, c'est celle de Proust. Pourquoi Proust et Schoenberg ont-ils ce point commun? C'est que l'un comme l'autre sont dans le discontinu. Ce qui me frappe le plus dans Proust, que j'ai, comme tout le monde, lu comme un lecteur passionné, en voulant connaître la suite, c'est qu'il n'y a pas de suite.
c'est qu'en effet, nous passons d'une œuvre à l'autre, d'un discours à l'autre, à une espèce de discontinu, et c'est ce discontinu qui est créateur. Oui. Et c'est exactement la discontinuité schoenbergienne. C'est-à-dire que nous n'avons plus l'unité de la mélodie, l'unité de la musique, l'unité en fait d'une vision du monde complète, mais au contraire nous avons un monde éclaté et qui se donne comme tel et qui oblige à le lire. Oui, bien sûr. Alexandre, certains disaient que le regard de Proust, c'est comme l'œil d'une mouche. Il y a des milliers de facettes. Ou si vous voulez, ou le point de vue des monades, selon Leibniz, c'est-à-dire que en fait, il y a des milieux de vue possibles du monde, et lui, son univers, effectivement, c'est un multivers. Et voilà, alors c'est tout à fait... Alors, la métaphore de la mouche, évidemment, nous amène à quelque chose de désagréable, parce qu'il y a du désagréable chez Proust, et c'est une chose que l'on ne veut pas dire, c'est qu'en réalité, cet homme qui était à la fois... passionné de la beauté esthétique, il a aussi fait connaître Ruskin, le grand... Il a traduit Ruskin en anglais, et il a lu énormément de choses. Mais en même temps, dans sa vision du monde, il y a une fascination de l'horreur, de la sanie, de l'impossible à dire, et avec un grand masochisme. Et un grand courage, et aussi une grande audace. Alors, les deux existent. Le courage, tout le monde y pense, c'est l'affaire Dreyfus. Oui. Après tout, ils étaient peu nombreux, ceux qui, dans ce milieu esthète, allaient braver absolument la position générale pour dire que non seulement le capitaine Dreyfus était innocent, mais que c'était le combat du siècle. Oui. Et il l'a mené. Et il l'a mené, disons, avec les risques que cela comportait, et bien entendu son attachement total à sa mère et au judaïsme. Bien sûr. Mais alors la part sombre. Mais en même temps, la part sombre, c'est que, bien entendu, il a également détesté tout cela. Il y a des portraits en fait de Renac sous le nom de Nissim Bernard, mais aussi des Rothschild, mais aussi de toute la bonne société juive, qu'il exècre en même temps qu'il l'a défendu au moment le plus difficile. Voilà, c'est un homme complexe. Et bien entendu, sa détestation de Clémenceau, qui est le vrai héros de l'affaire Dreyfus... Mais à la fin, il dit qu'il devient un nationaliste. Ah oui, bien entendu. Et puis, vrai, bien entendu aussi, dans les portraits à charge de Charlus, il y a Lyautey, qui est quand même l'homme le plus remarquable que l'armée française ait jamais produite. Portrait à charge à la fin, surtout. Oui, il est absolument contre le jusqu'au-boutisme. Alors vous me direz, il est pacifiste. Oui, d'accord, il était déjà collabo. Parce que, bien entendu, mais oui, mais on voit bien que son amour pour Léon Daudet, qui lui-même vient aussi de la famille juive des Daudet, les petits David, du comtat venessin. Mais enfin, laissons ça. Le nationalisme d'Alphonse Daudet et de son fils Léon Daudet, et l'amour que Proust lui avouait ne sont pas tout à fait avouables, ne sont pas tout à fait sympathiques. Et bien entendu, c'est une charge contre les Renac, contre les Rothschild, contre tout l'establishment juif, avec lequel... En partie parce que le personnage de Swann, qui est un des héros, n'est-ce pas, auquel le narrateur s'identifie, c'est l'inverse. Alors mon père appelait toujours Swann Schwein, disant que en fait Swann c'est une idéalisation du cochon, voilà. Et je fais encore hommage à la sagesse paternelle. Oui, le cygne ou le cochon. En tout cas, il y a chez Swann une espèce de volonté éthérée de ne pas être ce qu'il est, alors qu'il est ce qu'il est. Et il y a chez Proust une espèce de mouvement permanent, brownien, entre son amour de la liberté, de la beauté et de la vérité et de la justice. Oui. Et puis aussi sa détestation d'un certain nombre de choses que moi je ne peux pas détester. Ajouterais-je, si je peux quand même le dire d'un mot, que dans tout cela, Proust le faisait d'autant plus que par un masochisme extraordinaire, c'est aussi de lui dont il parlait, c'est de lui dont il pensait du mal, c'est de lui qu'il foyait. Et que bien entendu, comment s'appelle qui va pas à Guermantes Le Grandin. Le Grandin, c'est évidemment un portrait de Proust. Oui. Et c'était la position inverse d'Oscar Wilde, qui voulait défendre dans l'homosexualité la justice et la vérité. Merci, là, par contre, Alexandre. C'est l'inverse. Merci. Alors, je me tourne vers vous, François Guéry, notre ami
le doyen de philosophie François Guéry. Qu'est-ce que vous pensez, c'est autre question, n'est-ce pas, de cette idée que, au fond, la recherche du bonheur, puisqu'il prétend qu'il l'a retrouvé ici, est possible. Est-ce que c'est quelque chose de profondément français, contrairement, si vous voulez, aux Allemands qui, au fond, restent dans la catastrophe, ou... Alors, je rappelle que, par exemple, pour Kant, pourtant, Dieu sait que Kant est un philosophe qui est proche de la France, le bonheur n'est pas une idée de la raison, hein, c'est une idée de l'imagination. Oui. La différence, n'est-ce pas, de la philosophie romantique allemande avec l'âge classique, par exemple, pour un Spinoza, on peut trouver la béatitude, mais on la trouve à travers la connaissance et la connaissance scientifique. Tandis que pour Proust, au fond, c'est par l'art qu'on retrouve le bonheur. Qu'est-ce que vous pensez de ça, François ? Alors, sur le bonheur, il y a une réflexion qui m'a frappé, enfin intrigué. C'est une réflexion que fait Nietzsche sur le mot même en allemand, de bonheur, Glück, qui veut dire tout aussi bien la chance. Alors il dit non, le bonheur se construit par une sorte d'obstination, enfin de détermination, par la volonté. Et non, justement, enfin le bonheur... C'est l'inverse de ce Alors là, on a une idée très forte, je crois, que le bonheur est précisément de l'ordre de la chance, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut avoir la chance de rencontrer, mais on peut aussi ne pas avoir la chance de le rencontrer, donc ça ne dépend pas de nous. Et alors je crois que Proust est effectivement quelqu'un qui, avec des antennes, si on veut, des antennes, comment dire, faites aussi d'une très grande capacité à la jouissance, une espèce de délectation des choses. Alors, il a beaucoup ramassé, beaucoup butiné, et d'une certaine manière, ça ne tient pas à lui que tant de choses soient venues le rencontrer. Moi, je pense que c'est... Beau vocabulaire de l'entomologie, François, alors, merci. Oui, bien sûr, de toute façon, il l'utilise. Non, mais je donne un ou deux exemples. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il tombe, pas de sa faute. Il y a tout un essaim de jeunes filles qui décrit aussi comme un bouquet. Bon. Alors, il en est, mais enfin, il les regarde. La faune et la flore. Oui, mais il se remplit les yeux, et en particulier la première version d'Albertine, qui ensuite donne la prisonnière, Albertine disparue, etc. Première version, ce sont des joues vermeilles. Il est comme fasciné par ces joues vermeilles. Donc c'est un jouisseur, sans aucun doute, un esthète qui est capable de goûter des choses presque infimes, si on veut. Il parle aussi beaucoup de la courbe de son nez, comment ça rejoint sa lèvre. Alors par ailleurs... est-ce que c'est de sa faute s'il tombe sur Elstir, le peintre, dont on peut donner différentes Vous parlez dans la roche et dans le roman. Oui, est-ce que c'est de sa faute s'il tombe sur la fameuse phrase de Vinteuil, qui n'est pas Vinteuil, mais enfin peu importe. Donc cette capacité de jouissance, c'est d'ailleurs ce dont on vient de parler, elle est effectivement plus multivers qu'univers, parce qu'il a su tirer une espèce de suc délicieux de choses absolument sensuelles, les fameuses joues vermeilles, de choses absolument sublimes, musique, peinture, etc. Et alors, j'en viens quand même à l'essentiel, c'est pourquoi le passé qui revit et qui lui saute à la figure, et il n'y peut rien, effectivement. S'il y a des pavés inégaux, c'est pas de sa faute. On ne peut pas déterminer ce genre de choses, pas plus que la saveur de cette madeleine imprégnée, enfin mouillée de thé. Pourquoi est-ce que c'est un tel bonheur? Parce que c'est vrai que ce passé qui était là, qui l'attendait, qui n'est plus un passé, on ne peut pas dire qu'il se projette sur du passé. Il dit que la transmutation, n'est-ce pas, des impressions sensibles en esprit, en signe, devient comme un air de musique. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est pourquoi la première madeleine, si je puis dire, trempée dans le thé, le laissait relativement indifférent chez sa vieille tante Léonie. Donc c'est seulement avec l'art. Et pourquoi la seconde fois, c'est un bonheur extraordinaire de la retrouver. Donc là, il y a quand même une capacité de jouissance qui est fondamentale. Et qui fait aussi qu'il n'y a plus ni passé, ni présent, ni avenir. Là, s'il y avait une comparaison à faire, ce serait un peu avec Augustin, qui dit « il n'y a que le présent ». Merci François. C'est très beau commentaire. Ma chère Marielle, docteur David, alors on a dit et redit à quel point Proust est un des écrivains qui ont fait une place dans sa description du moi à l'inconscient. Et en particulier au caractère discontinu, illogique de l'inconscient. Qu'est-ce que vous en pensez à votre tour, Marielle? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de penser ça. Il y a celle effectivement de Deleuze qui pense que les descriptions
de Proust ont à voir avec des signes, et explique-t-il, on peut l'écouter actuellement sur Internet, ces signes ont à voir quand même avec une éducation. Ça veut dire quelque chose parce que par l'éducation, ça signifie un milieu social. Voilà, ça c'est ce que Deleuze retire. Je pense que dans la pensée psychanalytique, on s'intéresse plus au lien entre ces choses perdues et les fantasmes. Ce qui ne sont pas des signes, c'est autre chose. Hein. C'est un lien entre l'imaginaire, la symbolique et le réel. Le fantasme, c'est quelque chose qui est différent du signe, ça n'est pas lié à l'éducation, mais c'est lié à un phénomène inconscient. Voilà, donc c'est ça la différence entre le signe et le fantasme. Alors l'autre chose passionnante, évidemment, dans Proust, c'est toute son élaboration de la question de la perte et du retrouvé, c'est-à-dire du lien avec le temps. Ça, c'est extrêmement important, et je pense qu'il se rapproche énormément de ce que Freud va élaborer à la même période, parce que c'est après 1920 que Freud va penser à ce que c'est que la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a une force qui cherche à nous faire retrouver ce que Freud dit inanimé, mais que finalement, et c'est là l'art de Proust, il montre que cet inanimé, c'est-à-dire ce qui était mort et qui va revivre par le présent, qui va revivre par la mémoire, en fait, eh bien, c'est une pulsion qui cherche à aller en arrière pour faire revenir en avant. C'est une question de futur antérieur. Ah, très intéressant. Bien, merci Marielle. Alors, je voudrais poser maintenant la question à notre ami Alexis, si vous me le permettez, c'est-à-dire au fond toujours la même qu'on lui pose, l'actualité de Proust. Car il y a aujourd'hui un intérêt qui est incontestable, qui a grandi pour Proust, et en particulier, je renvoie aux très belles biographies ou leçons de Jean-Yves Tadier et de Antoine Compagnon. Alors, que pensez-vous de cette actualité, cher Alexis ? Une actualité évidemment très variée, mais on peut dire qu'il y a deux thèmes qui reviennent probablement avec insistance. Le premier, c'est la vision que Proust se fait de l'amour. On peut dire qu'elle est globalement extrêmement pessimiste, peut-être actuelle à ce titre, mais évidemment éminemment critiquable. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, chère Blandine. Alors, que dit-il ? Au fond, je vais juste faire allusion à un point. La polémique entre le narrateur, qui n'est autre que Proust en réalité, et un personnage qui est Saint-Loup. Saint-Loup s'amourache d'une jeune femme, juive d'ailleurs, qui s'appelle Rachel. Et là, le narrateur se déchaîne en sarcasme et en moquerie à son égard, en lui disant, au fond, ce que dira plus tard Lévinas, commentant Marcel Proust, « Quand on aime d'amour, il faut se résigner à ne pas être aimé ». Donc voilà peut-être l'actualité de cette vision-là, extrêmement pessimiste, ontologiquement pessimiste. Deuxième point, le judaïsme. C'est vrai qu'il traverse, il innerve la recherche de façon passionnante. Il y a plein de personnages, on ne peut pas tous les évoquer, mais il y a deux personnages, on va dire, principaux et emblématiques. Bloch, qui est un juif de l'Est, pas très assimilé, aux manières, on va dire, très exotiques, entre guillemets, sous la plume de Proust, et Swann, qui en revanche est l'archétype inspiré par plusieurs personnages, Haas, Reinach, du juif franco-judaïque, extrêmement assimilé, extrêmement républicain. Et voici que l'affaire Dreyfus est un révélateur de leurs évolutions. Bloch devient plutôt défavorable au capitaine, tandis que Swann, qui était a priori sur la réserve, très mondain, très réservé, va devenir un ardent Dreyfusard. Donc ça, c'est intéressant aussi, car il montre, au début de la recherche, qu'il y a des événements traumatiques, comme le fut la recherche, qui sont d'immenses révélateurs des tempéraments, chère Blandine. Conclure, cher Alexandre, un mot. On ne peut pas comprendre Proust si on ne comprend pas son lien à Madeleine Lemaire, qui a été sa véritable inspiratrice et à laquelle il a montré la plus grande ingratitude et la plus grande muflerie. Mais bien sûr, tout cela est venu d'un petit milieu minoritaire, Dreyfusard, dont il a eu le courage d'être finalement le poète lauréat, beaucoup plus qu'Anatole France, qui lui aussi a connu la même évolution. Merci à vous tous, merci beaucoup.